Si aujourd'hui nous négocions avec le M23, ça sera beaucoup plus pour leur avantage. Il y a des gens qui n'aiment pas ces pays. Voilà pourquoi nous venons avec le réveil patriotique pour que vous puissiez comprendre que le pays est en danger et qu'ensemble nous devons prendre conscience et travailler pour que ces pays puissent aller de l'avant. Je vais parler des 3 éléments très importants. Je vais commencer par l'article, non, par d'abord le tweet de Laurence Bouiza qui dit haut et fort que le M23 est en train de se battre pour pousser la République démocratique du Congo d'accepter ou soit de respecter l'intégralité. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déjà vous voyez qu'il y a l'Organisation des Nations Unies qui est là, n'est-ce pas, des Nations Unies pour les Grands Lacs, son Excellence Olusegun Obasanjo. Les gens qui ont travaillé, qui ont détruit l'image d'un pays, qui ont aliéné, qui ont humilié l'armée congolaise, qui ont violé les mamans congolaises. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chers abonnés, chers internautes, de partout vous allez nous suivre. Nous voici encore devant vos petits écrans avec cet objectif que nous nous sommes fixés, qui n'est rien d'autre que l'éveil patriotique. L'éveil patriotique parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sans l'éveil patriotique, il n'y aura pas un grand changement, il n'y aura pas de progression, ni dans notre pays, la RDC, encore moins dans l'Afrique en général, ou encore au monde entier. Aujourd'hui, je suis venu vous parler, vous, particulièrement les Congolais, une fois de plus, pour vous pousser toujours à cet éveil que nous chérissons, que nous voulons que ça soit effectif dans la République démocratique du Congo, pour que les Congolais cessent de dormir, qu'ils cessent de rêver, parce que le danger est imminent. Pourquoi le danger est imminent? Aujourd'hui, je me vais vous parler d'un sujet important. Il y a un tweet qui beaucoup peut-être l'ont suivi. Aujourd'hui, j'aimerais un peu qu'on puisse nous étaler là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvons analyser et voir comment est-ce que les choses avancent. Et surtout si nous ne tenons pas rigueur et que nous ne sommes pas sûrs dans ce que nous faisons, il y a ce qu'on appelle risque dans la demeure. Aujourd'hui, j'aimerais lire le tweet d'un certain Laurence Rikuiro, que beaucoup connaissent, qui, je crois, est membre influent de M23. Aujourd'hui, il y a de cela quelques jours, il a tweeté en disant ceci, je vous lis, le M23 affirme se battre pour que les accords du 23 mars 2009 entre les CNDP et le gouvernement congolais soient respectés. Ces accords ont bel et bien existé. Ils ne sont pas une invention du M23 qui dit se battre pour leur mise en œuvre dans leur intégralité. J'insiste sur le mot intégralité. Bien qu'il joue continuellement sur le changement des rapports de force, Tshisekedi, c'est-à-dire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne nie pas les bien fondés de ces affirmations. Il ne dira jamais que ces accords n'ont pas existé ou qu'ils ont été mis en œuvre comme prévu. Alors, pourquoi ne peut-il pas le mettre en œuvre avant de faire couler davantage des sangs congolais et d'aggraver la situation humanitaire de ses compatriotes? Donc, il y a ces Laurence qui s'est permis de faire ces tweets en disant, en déclarant haut et fort, que le M23, que nous savons bien sûr, parce que le M23 c'est juste une migration, parce que c'était les CNDP qui a signé les accords avec le président de la République, pas le président de la République, mais le gouvernement congolais qui s'est permis en principe de signer en bradant l'intégrité territoriale ou soit l'autorité de l'État. Vous allez vous souvenir, même lors de la signature de cet accord, il y a son Excellence Olusegun Obasanjo qui a posé la question à 3 fois au ministre des Affaires étrangères, je crois, à l'époque Raymond Tshibanda, en lui demandant est-ce que vous êtes sûr de signer ce que vous êtes en train de signer? Il lui a posé la question 3 fois parce qu'il savait que cet accord
n'avait pas d'avantage pour la République démocratique du Congo, mais au contraire, c'était juste un cadeau qu'on a donné à la CNDP. Ils ont donné ce cadeau à la CNDP en bradant l'intégrité territoriale, en bradant les efforts ou soit l'autorité de l'État. Mais j'aimerais un peu vous dire une chose. Je fais une analyse et cette analyse, je l'ai fait par rapport à 3 éléments. La première des choses, c'est ces tweets que je viens de vous lire et l'insistance du président de la République dans ces différentes itinérances qu'il vient de faire, particulièrement en République démocratique du Congo, en intérieur, en commençant par les grands Katanga et les grands Kasaï, et voire même les grands orientales. Le président de la République insiste sur quelque chose. C'est sur l'article 217 de notre Constitution. En disant que cet article nous dit que la République démocratique du Congo peut signer des accords qui vont amener à l'abandon partiel de l'autorité de l'État. C'est vrai que je ne lis pas convenablement comme ça est, mais c'est ce qui est dit dans notre Constitution. Pour être un peu précis, j'aimerais lire tel que c'est écrit à la Constitution. Voilà, c'est l'article 217 qui dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Il y a beaucoup de gens qui ont interprété en disant que non, le président de la République fait une interprétation biaisée de cet article. Oui, ils peuvent avoir raison selon leur entendement. Mais chers Congolais, moi j'aimerais vous dire, pensez-vous que le président de la République peut faire cette interprétation par sentiment? Moi je dis non. D'autant plus qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, il n'y a pas une seule personne qui connaît mieux les réalités qui traversent le pays en ce net moment plus que le président de la République. Étant donné que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Il a avec lui beaucoup des appareils qui lui permettent d'être informé à la moindre détail de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Non seulement en République démocratique du Congo, même dans le monde entier. Et tout ce qui est en train d'être prévu pour peut-être saboter ou soit voire même balkaniser notre pays. Et c'est là où les autres ne pensent pas. C'est là où les autres ne voient que leur propre intérêt. Leur propre intérêt, c'est quoi? Et ils ne rêvent que de pouvoir. Oui, c'est vrai, c'est ça l'objectif principal d'un politicien. Voilà pourquoi en RDC, on n'a plus besoin seulement des hommes politiques. C'est vrai, les hommes politiques sont importants, mais on n'en a pas seulement besoin. Aujourd'hui, la RDC a beaucoup plus besoin des hommes d'État. Les hommes d'État, c'est-à-dire les hommes qui voient d'abord l'intérêt de l'État avant leurs propres intérêts égoïstes. Or, ce n'est pas le cas avec les politiciens. Les politiciens, ils ne rêvent que du pouvoir. Et ce qu'ils rêvent, c'est diriger un point trait, que les dirige en bien ou en mal, mais l'objectif principal d'un politicien, c'est d'avoir le pouvoir et de diriger. Alors qu'un homme d'État, oui, il peut avoir le pouvoir, mais vous allez voir, son action sera beaucoup plus à l'avantage de la population. Cette population qui lui a mis tout pouvoir, cette population qui va mouiller les maillots jour et nuit pour cet objectif, pour faire en sorte que cette population puisse avoir un souffle de soulagement. Et un homme d'État est capable de se sacrifier pour l'intérêt de son pays. C'est cette qualité-là des hommes que nous avons aujourd'hui en RDC. Et non, chers amis, de ces politiciens qui ne voient que leurs propres intérêts. Et je reviens en vous disant, oui c'est vrai, je parlais des 3 éléments très importants. Oui, je commençais par l'article, non, par d'abord le tweet de Laurence Gouiza qui dit haut et fort que le M23 est en train de se battre pour pousser la République démocratique du Congo d'accepter ou soit de respecter l'intégralité des accords qui ont été signés le 23 mars 2009. Et je vous dis, vous le savez bien, quand on parle de 2009, là, nous sommes au premier mandat du président sortant, de l'ex-président plutôt, Joseph Kabila, parce qu'il a été élu en 2006.
C'est en 2009, c'est-à-dire 3 ans après, qu'ils ont signé cet accord. Cet accord qui, pour moi, c'est comme l'acte de vente de notre pays. L'accord qui est aujourd'hui à la base des difficultés, des souffrances qui regorgent notre pays. Et aujourd'hui, vous allez voir, les gens n'en parlaient pas trop. Beaucoup de gens n'en parlaient pas. Ils sont là, ils ne cherchent qu'à faire des interprétations ramifiées pour chercher à nuire le président de la République, en acceptant même d'hypothéquer l'avenir de notre pays pour leurs intérêts égoïstes. Voilà là où maintenant je reviens avec cette émission de l'éveil patriotique pour demander à chaque Congolais, chaque coin là où nous sommes, partout où nous sommes, chers Congolais, ne bradons pas notre pays. Posons-nous la question, pourquoi le président de la République insiste sur l'article 217? C'est vrai, il y a beaucoup d'articles, comme l'article 51, où on parle d'une certaine minorité qui n'existe pas, parce qu'imaginez-vous, nous sommes plus de 450 ethnies dans notre pays, la RDC. Et s'il faut prendre une ethnie X par rapport aux 450, nous dirons que toutes les ethnies sont minoritaires. Mais pourquoi est-ce qu'on a glissé cela? Et vous verrez à l'article 4 de cette même constitution où on nous dit que la République démocratique du Congo peut créer des territoires, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà un plan. Ce plan-là a été déjà bien maquillé pendant la promulgation de cette constitution, la constitution que nous vous appelons, que beaucoup de Congolais n'ont pas voté favorablement, entre autres Étienne Tshisekedi d'Irisme mémoire, qui était contre cette constitution. Et non seulement lui, il y a beaucoup de Congolais qui étaient derrière lui. Malheureusement, cette constitution a été votée et cela a été promulgué. Mais oui, c'est vrai, cela a été promulgué. Mais maintenant, là, étudions, analysons avec détail cette constitution. Est-ce que cette constitution est vraiment à l'avantage de notre pays? Ou soit c'est comme je l'ai tantôt dit, que cette constitution est là comme l'acte de vente de notre pays. Et nous, Congolais, devons nous rester bras croisés, voyant notre pays être peut-être balkanisé petit à petit, sans dire un mot, sans prendre conscience, sans prendre la détermination. Et aujourd'hui, on nous dira que non, l'objectif principal, on veut nous faire croire que l'objectif principal du président de la République pour la révision ou le changement de la Constitution n'est rien d'autre que pour briguer le 3e mandat. C'est ridicule, chers Congolais. C'est ridicule de voir des gens aussi malhonnêtes qui cherchent à interpréter très très mal les propos ou soit les pensées du président de la République. Où nous tous, nous sommes sûrs et certains, nous sommes convaincus que si le président de la République dit cela, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et moi, personnellement, je me dis, nous sommes obligés d'accompagner cette vision avec des difficultés, avec des réalités qui regorgent notre pays. Surtout, chers amis, quand nous vous citons, ou soit quand nous vous lisons ces tweets de Laurence, qui est du M23, qui dit qu'ils se battent avec l'objectif principal. Quel objectif? Pour que l'accord qui a été signé depuis le 23 mars 2009, que cet accord soit exécuté à son intégralité. Et j'aimerais vous lire quelques articles de cet accord. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi est-ce que le président de la République insiste sur la non-négociation avec les M23, jusqu'à dire que même si les M23 venaient jusqu'ici devant ma porte, à la cité de l'OIA, je ne siégerai jamais avec eux. Même si aujourd'hui, nous voyons, il y a la pression de gauche à droite, de gens qui veulent lui pousser à signer, ou soit à négocier avec le M23, moi, personnellement, j'appuie le président de la République qui puisse rester statique dans cette décision, dans la décision de non-négociation avec le M23. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose. Si aujourd'hui nous négocions avec le M23, ça sera beaucoup plus pour leur avantage. Et le mal, c'est quoi? Et que leurs parrains, parce qu'ils ne sont que des battants de cet homme sanguinaire que nous appelons Paul Kagame, ils seront là, ils vont mettre des exigences pour faire en sorte que ces deux couloirs puissent continuer
à marcher en République démocratique du Congo. Couloir économique et un couloir sécuritaire. Que beaucoup de gens ont parlé, surtout les gens qui sont de l'Est. Ils l'ont dit à long et à large. Et nous devons comprendre, chers Congolais, comprenons, chers Congolais, que l'air est grave. L'air n'est plus aux sentiments inutiles. L'air n'est plus aux intérêts égoïstes. L'air aujourd'hui est au patriotisme, à cet éveil patriotique. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous éveiller, de cesser de quémander la paix, de cesser à être des simples observateurs, mais que nous puissions prendre notre destin en main, que nous puissions nous déterminer ensemble, main dans la main, afin de marcher pour que ces pays puissent aller de l'avant, pour que ces pays soient libérés, pour que nous puissions reconnaître, retrouver la paix durable. Parce que récemment ici, je l'ai lu, et que même aujourd'hui, le gouvernement Joe Biden qui est sortant, qui demande au président de la République de négocier avec les M23, chose que nous rejetons catégoriquement. Il y a aussi le président de l'Angola qui est le facilitateur de ces fameux accords de Luanda, qui aujourd'hui demande de cesser les faits. C'est ça le mal. Quand ils voient que la RDC commence à briller, à aller de l'avant, ils cherchent à faire obtempérer les choses. C'est cette hypocrisie de la communauté internationale que nous ne voulons plus. La République démocratique en a marre. Nous pensons que l'ère n'est plus à ces aventures-là. L'ère n'est plus à ces trahisons, à cette hypocrisie ignoble que la communauté internationale ne cesse de faire face, ou soit de prouver à notre pays, la RDC. Et nous sommes sûrs et certains que chaque Congolais, là où nous sommes, partout, mettons d'abord de côté nos appartenances politiques. Mettons un peu de côté nos appartenances tribales. Unissons-nous. Parce que la RDC, c'est notre dénominateur commun. Et tant notre dénominateur commun, nous avons le devoir, chers Congolais, de protéger ce patrimoine commun. Nous avons ce devoir-là. Mais j'aimerais un peu vous lire quelques articles. Quelques articles que je lis dans cet accord machiavélique. Moi, je l'appelle accord machiavélique. L'accord sans cœur, l'accord des trahisons, l'accord des hontes qui a été signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'époque représenté par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et cet accord qui était signé, quand vous observerez avec moi cet accord, comme je vais le lire, vous allez remarquer que cet accord, c'est la CNDP qui dicte les choses. Et la République démocratique du Congo n'était qu'un simple participant. Donc c'est la CNDP qui donnait des injonctions. C'est la CNDP qui concevait tout. Or, ce n'est pas normal. Pouvons-nous appuyer cela? Chers amis, je vous invite à suivre. C'est vrai que nous n'aurons pas peut-être le temps de lire l'intégralité de cet accord, mais je vais vous faire la sélection de quelques articles. Je vais commencer d'abord avec le titre. On écrit accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple, c'est-à-dire CNDP. Préambule. Préambule, comme vous le savez, c'est la motivation, n'est-ce pas? Ce qui a poussé le gouvernement congolais de l'époque à signer cet accord avec les CNDP. Écoutez ce qui est dit au niveau du préambule. Nous, gouvernement de la République démocratique du Congo et Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, parti au présent accord, réunis en plusieurs sessions à Nairobi et Goma sous les auspices de la co-facilitation de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Déjà, vous voyez qu'il y a l'Organisation des Nations Unies qui est là, n'est-ce pas, des Nations Unies pour les Grands Lacs, son Excellence Olusegun Obasanjo, et co-facilitateur de l'Union africaine, l'autre organisation encore internationale, et des conférences internationales sur les régions du Grand Lac, son Excellence
Benjamin William Kappa. Écoutez, chers amis, cet argument, cette motivation, c'est ce qui m'a fait froid aux yeux. On dit soucier de contribuer à une paix durable en République démocratique du Congo et à une réconciliation sincère entre fils et filles de ce grand pays, convaincus de la nécessité de parvenir à une résolution rapide et durable de la crise qui, des années durant, a prévalu dans l'Est de la République démocratique du Congo en général et dans le Nord et les Sud Kivu en particulier, créant des conditions propices. J'aimerais que vous puissiez retenir cela. Créant des conditions propices à des violations massives des droits humains, qui ont violé massivement les droits humains. Point d'interrogation. Est-ce que c'est le gouvernement ou les CNDP? Voilà là où je vous dis que cet accord était seulement avantageux pour la CNDP et non pour notre pays, la République démocratique du Congo. Ainsi qu'une crise humanitaire sans précédent. Donc, et même que ce soit le gouvernement et la CNDP ont reconnu qu'il y a eu une crise. Et cette crise humanitaire sans précédent, ceux qui présentent ou ceux qui sont les gens qui ont accepté d'endosser, c'est là, c'est la CNDP. Auprès auquel il importe de mettre rapidement fin. Donc, ils comprennent qu'il y a cette crise sans précédent et il faut mettre fin rapidement à cela. Conscient du fait que les dialogues constituent le mode par excellence des règlements des conflits, réaffirmant le caractère intangible et inaliénable des principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo, particulièrement ceux relatifs à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale B, C, à l'inviolabilité des frontières nationales conformément au tracé en vigueur du 30 juin 1960, aux droits humains, libertés fondamentales et devoirs du citoyen et de l'État, au caractère républicain et apolitique des forces armées et de la police nationale. J'aimerais un peu parler de ça. Ici, il y a le point D, l'alinéa D, qui parle d'abord l'alinéa A, la souveraineté nationale. Est-ce que la République démocratique du Congo, en signant cet accord, il s'était réellement comporté comme un pays qui avait la souveraineté nationale? Point d'interrogation, c'est à vous de nous dire quand nous allons évoluer avec ces sujets. B, de l'intégrité territoriale. Oui, ça peut peut-être paraître vrai qu'ils ont remarqué que le pays était menacé avec la guerre de la CNDP. Voilà, cherchant l'intégrité territoriale, ils ont voulu peut-être signer cet accord. Bon, je ne sais pas, pour moi, je ne vais pas leur donner raison, mais néanmoins, on peut quand même leur donner crédit. L'inviolabilité des frontières nationales conformément au tracé en vigueur du 30 juin 1960. Cela veut dire quoi? Tout le monde était d'accord que même pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo peut aller de l'autre côté, c'est-à-dire de CNDP ou soit par ricochet le Rwanda qui est leur maître, en principe maître décideur. Les droits humains, libertés fondamentales, ainsi de suite. Chers amis, je saute d'autres accords parce que ça risquera de nous prendre beaucoup de temps. On va directement aux articles concernés, où on nous demande, la CNDP, les M23, à travers Laurence, nous demande, nous, la République démocratique du Congo, plus particulièrement le président de la République, d'accepter de mettre, ou soit de faire respecter l'intégralité de cet accord, de cette bêtise, de cette aventure, de cette comédie qu'on a signée, je ne sais pas moi pourquoi, et on nous demande, nous, la République démocratique du Congo, d'accepter sans embâche ces aventures. L'article 1er, la transformation du CNDP. 1. La CNDP confirme le caractère irréversible de sa décision de mettre fin à son existence comme mouvement politico-militaire et s'engage à intégrer, écoutez, la CNDP, les rebelles, les gens qui ont pris l'arme pour tuer nos frères congolais, les gens qui ont travaillé, qui ont détruit l'image de notre pays, qui ont aliéné, qui ont humilié l'armée congolaise, qui ont violé
les mamans congolaises. On nous dit quoi? Que cette CNDP s'engage à intégrer ces éléments de police et ces unités respectivement dans la police nationale congolaise. Chers amis. Donc les gens qui ont été recrutés, qui ont travaillé pour la CNDP, donc la CNDP accepte de prendre ces éléments à lui, ces gens à lui, de les intégrer dans la police congolaise. Chers amis, il y a des affaires. Il y a des gens qui n'aiment pas ces pays. Voilà pourquoi nous venons avec le réveil patriotique pour que vous puissiez comprendre que le pays est en danger et qu'ensemble nous devons prendre conscience et travailler pour que ce pays puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi je vous demande, chers abonnés, chers internautes, de continuer à aimer notre page, notre chaîne YouTube, de vous abonner massivement, de partager nos liens pour atteindre un nombre maximum de gens qui doivent suivre cet éveil patriotique, qui doivent suivre ces mouvements que nous avions créés, qui n'a qu'un seul objectif, qui n'a rien d'autre, de nous éveiller pour que nous puissions avoir la certitude que notre pays ne sera pas bradé. Je continue, chers amis. Donc, la CNDP va prendre ces éléments à lui pour les déverser dans la police nationale congolaise. Et non seulement là-bas, je continue. Donc, dans la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, chers amis. Voilà, c'est pour cela que ce n'est pas, on ne doit pas nous étonner que nous puissions avoir plusieurs généraux aujourd'hui, que nous puissions avoir plusieurs colonels fous. Alors que nous savons, à un certain moment, en République démocratique du Congo, on ne comptait pas plus de 10 ou 20 généraux dans l'armée congolaise. Mais regardez, chers amis, aujourd'hui, nous en avons combien? Et ces gens-là viennent suite à ce qui s'est réellement passé. Ils viennent pourquoi? Parce que la CNDP avait accepté en 2009, chers amis, de prendre ces éléments à lui et de les déverser dans la police nationale congolaise et à la FRDC. B. Nous sommes toujours à l'article 1er de la transformation de la CNDP. À se muer en parti politique et remplir les formalités légalement requises à cette fin. Donc, la CNDP, en principe, selon les accords, ne devait plus continuer à œuvrer comme regroupement militaire, mais de se migrer en parti politique. C'est à poursuivre dorénavant la quête des solutions de ces préoccupations par des voies strictement politiques et dans le respect de l'ordre institutionnel et des lois de la République. Mais est-ce qu'ils ont respecté cela? Non. Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont créé les M23. Donc même eux-mêmes qui demandent en principe qu'on puisse respecter l'intégralité de cet accord, même eux-mêmes sont à côté. Les chers de l'autre, il faut faire cette analyse, je vous dis, même les M23 aujourd'hui a violé l'article 1er que eux-mêmes ont fait signer la République démocratique du Congo, qui apparaissait à leur avantage. Et aujourd'hui, ils ont créé les M23. C'est vrai, ils n'ont pas voulu continuer avec la CNDP, le nom de la CNDP, pour flouer les Congolais, mais malheureusement, les Congolais aguerris ont compris qu'ils n'ont changé que des casques, des vestes, parce que c'est la même CNDP qui continue aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on parle de M23. Mais comment est-ce que le M23 cherche à ce qu'il puisse faire en sorte que la République puisse respecter les accords de CNDP? Donc ça dit tout. Ça dit que la CNDP, c'est en principe la continuité de la CNDP, c'est le M23. Donc ici, ils ont eux-mêmes déjà échoué, malgré les avantages qu'on les a donnés. Le gouvernement congolais s'engage à traiter avec célérité la demande d'agrément du CNDP comme parti politique. Bon, là, je ne sais pas, ils sont libres. Bon, il y avait des Congolais, qui étaient Congolais là. Si c'est décidé de se transformer en parti politique et commencer à œuvrer, bon, ils sont libres à eux. Bon, là, je ne serai pas, je ne vais pas tenir rigueur vraiment à notre gouvernement de l'époque. Par ailleurs, les partis acceptent les principes de participation du CNDP dans la vie politique de la RDC. Pourquoi? Parce que la CNDP, en principe,
était un parti politique, mais ils insistent qu'ils doivent participer à la vie politique de la République démocratique du Congo. On peut comprendre, oui, mais pourquoi donner cet avantage particulier à la CNDP au détriment des autres partis? Parce que nous vous disons que la CNDP n'était pas le seul parti politique, il y en a beaucoup d'autres. Mais pourquoi la CNDP voulait en sorte que l'on puisse écrire cela dans cet accord et que cela puisse être signé? Donc il y avait des programmes et des projets machiavéliques qu'ils avaient en tête. Les modalités en seront fixées d'un commun accord. Cela veut dire que pour que la CNDP puisse entrer dans la vie politique de la République démocratique du Congo, chers amis, la CNDP doit être ensemble, doit se retrouver ensemble avec le gouvernement congolais, et ce que le gouvernement congolais dira, la CNDP doit accepter. Au cas contraire, ça ne va pas marcher, parce qu'on dit que cela doit être, les modalités en seront fixées d'un commun accord. Donc, la CNDP a côté, le gouvernement congolais a côté. Est-ce que cet accord était réellement à l'avantage de la République démocratique du Congo ou d'un groupe de gens? Aujourd'hui, on nous demande maintenant qu'on puisse encore signer notre accord avec cette fois-là le M23 qui reviendra certainement avec ces mêmes exigences. Voilà pourquoi est-ce que le président de la République est totalement contre cet accord machiavélique et il a dit qu'il ne va jamais négocier avec le M23 et nous l'encourageons. Voilà pourquoi nous demandons à la population congolaise, ne fût-ce que pour ça, de s'aligner derrière le président de la République. Parce qu'on a que les Congo comme pays, hein, on est mieux que chez soi. Et vous allez remarquer même cet accord au-dessus là-bas. Ils ont reconnu même que la présence, les Congolais sont libres d'être dans leur pays parce que c'est une loi où ça a des avantages inaliénables. C'est ce qu'ils ont reconnu. Avançons, chers amis, de l'amnistie. De l'amnistie, ici, on demande l'amnistie générale de tous ceux qui ont combattu la République démocratique, qui ont versé le sang de nos frères. On exige que le gouvernement puisse leur amnistier. Du mécanisme national, excusez s'il vous plaît, des prisonniers politiques. Donc, ils reconnaissent ici, dans cet article, la CNDP s'engage à produire dans le plus bref délai la liste réactualisée de ses membres prisonniers politiques. Conformément aux actes d'engagement de Goma, le gouvernement s'engage à procéder à la libération de ces, à la libération de ces prisonniers politiques. Tout prisonnier politique, comme je suis là, malgré que j'ai tué mes frères congolais, j'ai été prisonnier politique. La condition sine qua non de la CNDP, on devait libérer tous ces gens-là. Mais malheureusement, vous allez voir que ces gens-ci reconnaissent la justice indépendante. Que cette justice indépendante puisse néanmoins, pour ce qui concerne les prisonniers politiques de la CNDP, que ça puisse être indépendant. Donc, ils donnent même des injonctions à notre justice, que la justice doit les amnistier. La justice congolaise, en principe, doit libérer ces prisonniers politiques. Donc, ces prisonniers politiques ne doivent pas être jugés. Quelle contradiction, quelle honte. Et chers amis, je vous assure que cet accord a été signé par Raymond Tshibanda. Cet accord a été signé sous la bénédiction de Joseph Kabila. Cet accord a été signé. Voilà pourquoi même les co-facilitateurs ont pleuré quand ils sont visés. Ils ont même dit que votre pays ne sera jamais en paix. Parce qu'ils savaient qu'un vrai Congolais devenait président de la République. Bon, je ne doute pas de la congolité de Joseph Kabila, c'est à vous de dire, mais néanmoins, à ce que je sache, si un vrai Congolais, un fils maison, un Congolais de père et de mère, devenait président de la République, jamais il acceptera cela. Même moi, si j'étais à la place du président de la République, jamais je ne tolérerais ces bêtises ici. Que je puisse les mettre en pratique, jamais. Jamais et au grand jamais. Chers amis, il y a encore le mécanisme national de réconciliation. Bon, là, il y a la réconciliation. Bon, on peut comprendre parce que la CNDP était
en guerre contre la République démocratique du Congo et qu'il fallait peut-être réconcilier, là on comprend, on ne va pas vraiment être. Et la résolution des conflits locaux, donc certes il y a eu des conflits locaux, ils ont parlé de beaucoup de choses là-dessus, je vous épargne. Des retours, voilà, des retours des réfugiés et des déplacés internes. Voilà pourquoi est-ce que chaque jour ici, Paul Kagame insiste qu'on doit retourner les réfugiés congolais qui se trouvent là-bas au Rwanda. Et les nombres là, c'est seulement lui qui connaît. Qu'est-ce qui nous assure qu'avec un tel homme, il sera crédible, qu'on puisse accepter que les Congolais qui prétendent être réfugiés là-bas, quand ils reviendront, on ne sera pas infiltré. Parce qu'il a déjà fait plusieurs fois. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il insiste. Et quand ils insistent, chers amis, ils ne sont pas idiots. Ils savent que la République démocratique du Congo avait signé cet accord. Et c'était en présence même des organismes internationaux. Entre autres, l'Organisation nationale des Nations Unies pour le Grand Lac, même l'Union africaine, le représentant personnel de l'Union africaine dans la région du Grand Lac. Ils ne sont pas idiots. Et nous devons comprendre. Devons-nous mettre à genoux devant un groupe de gens qui ne sont que des patins, qui sont dirigés par les sanguinaires pour Kagame, et accepter cela? Non, chers amis. On ne peut jamais accepter cela. Voilà pourquoi le président de la République est contre cet accord. Comprenez une fois pour toutes, chers amis, cette affaire n'est pas seulement l'affaire de l'IDPS. Ce n'est pas l'affaire de l'Union sacrée, non. C'est l'affaire des Congolais. C'est vrai, le président de la République peut dire, comme son prédécesseur, Kabila, que non, il va signer les accords avec ces gens-là. Oui, il peut les faire. Mais les faire, c'est trahir la mémoire de nos ancêtres. Parce qu'au début, quand nous avons parlé du patriotisme, nous avons défini la patrie, et nous avons dit que la patrie, c'est la terre de ses ancêtres. Et aller à l'encontre de la défense de la terre de ses ancêtres, c'est trahir même la mémoire de ses ancêtres. Et voilà pourquoi nous sensibilisons la population congolaise, plus particulièrement la jeunesse congolaise, que nous puissions comprendre qu'il y a péril à la demeure. Donc, en demeure, voilà pourquoi nous vous informons et nous vous demandons de vous éveiller, de cesser de dormir, chers amis. Le pays risque de partir si nous ne prenons pas garde. Si nous ne prenons pas garde. Chers amis, je continue. Voilà. L'article 7. Des zones sinistrées. Les zones sinistrées, ça vient d'où? Donc, on nous fait accepter que dans notre pays, on a maintenant des zones. L'autre zone qui est normale et l'autre zone qu'on appelle zone sinistrée. Voilà ce que l'article 7 dit. Du fait des guerres récurrentes qui ont entraîné la destruction des infrastructures de base, des habitations, des champs, des plantations et du bétail, ainsi que l'impraticabilité des routes, les partis recommandent, dans les partis, c'est-à-dire les gouvernements et la CNDP, recommandent qu'elles soient déclarées zones sinistrées les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Donc, on veut faire jusqu'au... Donc, quand ces gens-là se battent matin, midi, soir, c'est pour pousser Félix Tshisekedi à déclarer le Nord et le Sud Kivu comme zone sinistrée, chers amis. Donc, si c'est déclaré zone sinistrée, cela veut dire qu'ils doivent être traités d'une façon particulière. Donc, au Congo central, par exemple, soit à Kinshasa, à l'espace Kasaï, Grand Kivu, et Grand Katanga, par exemple, Grand Oriental, si ils sont gérés d'une autre manière, et aussi seront gérés d'une autre manière. Imaginez-vous un peu. C'est ce que on veut que le président de la République puisse mettre en pratique. L'alinéa 2 de cet article 7 nous dit: les gouvernements s'engagent à mettre en œuvre des projets intégrateurs et des projets de développement à haute intensité. Donc, que les Nord et les Sud Kivu, qu'on puisse mettre des projets en grande intensité. Des main-d'œuvre, de manière à absorber la main-d'œuvre qui rendront disponible la démobilisation. Ils savent déjà que la démobilisation qui demande là.
Cette démobilisation-là, ces gens-là, quand ils vont entrer, ils seront en grand nombre. Et ils savent que ces gens-là proviendront de quelque part, parce qu'ils ont insisté sur des voisins. Ces gens-là viendront des pays voisins. Je vais vous lire. C'est dans cet accord, chers amis. Je vais vous lire ça. Qui viendront des pays voisins. Et quand on parle des pays voisins, vous savez c'est quoi ces pays voisins? Quels sont ces pays voisins? En tête, il y a le Rwanda qui va envoyer des gens. Et les gens là qui vont envoyer, ils seront d'abord en camp parce que ça sera difficile pour nous de savoir le nombre. Peut-être ils peuvent envoyer la nuit, on ne sait pas nous comment. Parce que l'objectif pour eux, c'est d'accepter seulement que cela puisse être accordé. Et quand ils viendront, ils seront là. Et on nous demande à ce qu'on puisse envoyer la main pour absorber n'importe quoi. N'importe quoi, chers amis. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais accepter. Article 8 de l'administration du territoire, on nous dit que les partis conviennent que le rapprochement de l'administration des administrés est une exigence. Oui, ça, c'est normal. C'est fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques du pays. La CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national, chers amis. Donc la CNDP propose un modèle de découpage de notre territoire national. Bon, on ne sait pas ce modèle-là. Je vais tout faire pour chercher cette proposition-là. Voilà pourquoi quand le président de la République l'a dit, chers amis, je vous ai dit que le président de la République, c'est l'homme le plus mieux informé en République démocratique du Congo. Et pensez-vous que c'est de l'aventure? Quand on dit ceci, on les met aussi dans l'accord. Je réponds à cet accord. Cet article, c'est l'article 8 de l'accord, alinéa D. C'est fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques du pays. Le CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national. On le dit haut et fort. Or, nous savons que quand on parle du CNDP, derrière la CNDP, c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame. Donc, Paul Kagame, à travers la CNDP, a proposé un modèle de découpage du territoire national congolais. Et on nous demande, chers amis, d'appuyer cela. Ah, chers Congolais, ce sont des rêves. Ces gens ici travaillent. Mais nous, malheureusement, nous dormons encore. Et quand nous continuons à dormir et que nous ne voulons pas nous réveiller puis rester éveillés, chers amis, nous risquerons de regretter, de pleurer. L'article, l'alinéa 3 de cet article dit, il a été convenu d'enregistrer la compte. Voilà. Il a été donc, la CNDP propose un modèle de découpage de notre territoire national et il a été convenu d'enregistrer la contribution du CNDP sur ce sujet comme un élément de réflexion sur l'amélioration constante de l'efficacité de l'administration du territoire. Chers amis. Donc, le modèle de la CNDP propose et le gouvernement congolais doit prendre en compte de l'enregistrer. Donc, c'est comme ça qu'on est. Il a été convenu d'enregistrer. On appelle ça la contribution de la CNDP sur les sujets. Quel sujet? Le découpage du territoire national congolais. Donc, l'idée vient de la CNDP. Et la CNDP fait que cette idée-là puisse être débattue dans l'Assemblée nationale pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, chers amis, qu'on puisse traiter cela. Quelle honte! Quelle honte, chers amis! Moi, des fois, je me pose la question de savoir, est-ce que vraiment Raymond Tshibanda, récemment, je l'ai vu, il a écrit une lettre, je crois que c'était le jour des martyrs de l'indépendance, si je ne m'abuse pas. Il a écrit une lettre au nom des FCC, parlant des retours de Kabila, et ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là, vraiment, s'ils ont conscience, ils peuvent encore parler dans ces pays? Ils peuvent vraiment, ils peuvent oser dire un mot sur ces pays? Non, chers amis, ils ne peuvent pas. Si au moins ils sont respectueux de leur propre conscience, ils ne peuvent pas. Mais comme ce sont des gens sans cœur, comme ce sont des gens qui n'aiment pas les pays, qui ne voient que leur intérêt égoïste et qui sont prêts à brader
tout un pays pour leurs intérêts. Voilà pourquoi ils se permettent encore d'écrire. Et vous allez voir qu'il y a une catégorie de Congolais qui acclament, qui applaudissent de telles personnes. Aujourd'hui, on nous parle qu'il y a l'opposition à la tête avec Kabila. Ils se sont retrouvés, je ne sais pas moi, en Namibie. Et il y a des gens qui croient encore au retour de telles personnes. Que non, soi-disant, il y a des sondages qui disent que 65% des Congolais veulent le retour de Kabila aux affaires. Chers Congolais, lisez au moins cet accord pour comprendre ce que ce monsieur et son gouvernement ont fait à la République démocratique du Congo. Non, ce sont des gens sans cœur. Je ne pense pas que tout ce qu'ils faisaient, c'était à l'intérêt de ces pays. Je ne pense pas. Ils sont méchants, ils n'aiment pas ces pays. Réveillons-nous, chers Congolais. Que l'éveil patriotique puisse prendre le dessus sur nos appartenances politiques, sur nos sentiments personnels. Que l'intérêt de notre République démocratique du Congo soit à la tête de tout. Je continue. Je vais chuter parce que nous courons derrière le temps. Il y a de l'administration publique. Bon, ici aussi, les partis s'accordent sur le fait que l'administration devrait répondre aux besoins des proximités qui ressentent souvent les populations locales dans le cadre 9.9.d. Dans ce cadre, les CNDP encore a proposé que l'administration publique soit prise en charge par les agences nationales, techniquement et financièrement autonomes. Donc on veut qu'on puisse, dans la CNDP voulait qu'on puisse mettre en place des agences qui vont gérer les Sud et les Nord Kivu, et ces agences-là seront financièrement et techniquement autonomes, même s'ils seront par exemple sous tutelle d'un ministère. C'est vrai que ça peut être dans le ministère soit de l'intégration régionale ou soit dans le ministère de l'Intérieur, mais qu'à cela ne tienne, que ces agences-là soient autonomes financièrement. Et vous savez qui seront là? Qui seront en grande partie là-bas? Parce que c'était déjà un terrain qu'ils avaient déjà conquis. Et vous allez remarquer, en dessous là-bas, parce que quelque part, il parle des territoires, qu'il faut qu'on puisse remettre les administrateurs des territoires et ces assistants qui ont été nommés par le président de la République de l'époque. Mais, curieusement, on nous dit que les personnels de ces territoires-là doivent rester. Quels sont ces personnels? Ce sont les gens qui sont à la merci, ou soit qui appuient la démarche de la CNDP. Donc, ce sont des gens de CNDP. Donc, c'est seulement l'AT et ces deux assistants qui seront du gouvernement. Mais les gens qui vont beaucoup plus travailler, ce sont qui? Les gens de la CNDP. Et notre gouvernement de l'époque a signé cet accord. Il était d'accord. Chers amis, on n'a pas de la chance. On n'a pas de la chance. C'est vrai qu'il y a beaucoup, mais j'aimerais d'abord m'arrêter là. Je vous fixe rendez-vous pour la deuxième partie. La deuxième partie pour continuer. Donc retenez, chers amis, que nous avions dit aujourd'hui, on s'était basé sur 3 éléments importants. On s'est basé d'abord sur le tweet de Laurence Rugwiro qui a parlé que la CNDP, les M23 se battent pour que les accords qui ont été signés le 23 mars 2009 entre le gouvernement et la CNDP puissent être exécutés dans son intégralité. Il demande au président de la République d'obtempérer à cela, au cas refuser, c'est faire tuer inutilement les Congolais. Donc, et les faits qui tuent les Congolais, ils prennent cette responsabilité-là, ils les mettent à la tête du président de la République. Pourquoi? Parce que le président de la République ne fait pas négocier. Ces gens, ils sont des kilos. Et la deuxième partie, c'était la Constitution. Pourquoi est-ce que le président de la République insistait sur l'article 217 en disant qu'ils veulent que nous puissions vendre notre pays, ils veulent que nous puissions vendre le pays en évoquant l'article 217. Et enfin, on a essayé un peu d'entrer en détail maintenant sur ces fameux accords qu'on nous demande que le président puisse
appuyer, ou soit qui puisse les mettre à l'exécution dans son intégralité. Voilà, chers amis, c'est cette première partie où nous nous arrêtons là. Nous vous fixons rendez-vous à la partie suivante pour continuer, et nous profitons encore de l'occasion pour vous demander d'aimer nos vidéos, de commenter, de partager les liens et de demander à beaucoup de nombre de gens de vous abonner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Rendez-vous, c'est au second numéro. Merci beaucoup.